Bienvenue à toutes et à tous sur Tandem TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet incroyable qui a bouleversé l'Europe et le Proche-Orient au milieu du 19e siècle. Les répercussions de cette affaire sont très nombreuses. Une des plus importantes est la création de l'Alliance israélite universelle par des élites juives 20 ans plus tard en 1860. Et pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune émission. L'affaire de Damas commence en février 1840. Le 5 février 1840, à Damas, le père Thomas de Calangiano, un moine capucin, et son serviteur musulman sortent dans la rue de bonne heure. Ils sont vus par quelques passants puis disparaissent dans les faubourgs de Damas. Plus personne ne les reverra. Le père Thomas est originaire de Sardaigne et a été naturalisé français. De plus, les capucins sont des religieux de la branche franciscaine, branche placée sous la protection de la France. C'est donc à double titre que le consul de France à Damas, le comte Ulysse de Ratimenton, se tourne vers les autorités égyptiennes pour mener l'enquête. Le consul est connu pour ses déclarations antisémites et pour favoriser les marchands chrétiens par rapport à leurs homologues juifs. Les autorités égyptiennes, qui souhaitent alors renforcer leurs liens avec la France, vont lui donner carte blanche. Ratimenton ordonne même qu'une enquête soit menée dans le quartier juif où les deux hommes ont été vus la veille. Immédiatement, le consul et les autorités locales accusent les Juifs de les avoir enlevés. Ils sont également accusés d'avoir extrait leur sang pour des meurtres rituels afin de fabriquer le pain azim pour la fête de la Pâque juive qui a lieu quelques semaines plus tard. Cette accusation, aussi absurde soit-elle, reste une accusation anti-juive classique depuis le Moyen Âge. Le meurtre rituel, ainsi à plusieurs reprises et dans de nombreuses représentations, les Juifs sont accusés de meurtre rituel pour la fabrication de la matzah. Cette accusation est particulièrement répandue chez les chrétiens d'Orient. Le comte de Ratimenton appuie ces accusations et de nombreux Juifs de Damas sont attaqués par des musulmans et des chrétiens de la ville. Mais il faut que le comte trouve les coupables à la disparition du père Thomas et de son serviteur. C'est un barbier juif qui va d'abord subir les foudres du consul. Salomon Négrin est ainsi arbitrairement arrêté et torturé jusqu'à ce qu'on lui extorque une confession selon laquelle le moine a été tué dans une maison juive par 7 membres de la communauté de Damas. Les hommes qu'il a nommés sont à leur tour arrêtés et torturés. 2 d'entre eux meurent sous la torture, dont l'aîné des 7 arrêtés qui est âgé de 80 ans. Un autre va se convertir à l'islam pour être épargné. Les survivants sont contraints de se confesser et sous la torture avouent le meurtre rituel. Pour terminer son enquête, le consul a besoin de retrouver les corps. Malgré l'emprisonnement, les mauvais traitements et la torture, les pauvres malheureux sont bien incapables de localiser un corps dont ils n'ont logiquement aucune idée de l'emplacement. C'est alors que le consul fait arracher 70 enfants à leurs familles, les familles juives de Damas, dans l'espoir que ces familles reconnaissent le crime rituel et disent où se trouve le corps et le sang du moine. Aucun résultat, évidemment. Plusieurs maisons de ces accusés sont fouillées, sont même détruites, mais sans résultat. C'est alors, quelques jours plus tard, que des ossements sont découverts dans un égout du quartier juif. Les accusateurs, sans aucune preuve, proclament qu'il s'agit des ossements du père Thomas. Un médecin bien connu de Damas, le docteur Lograsso, refuse de certifier qu'il s'agit d'ossements humains et demande qu'ils soient envoyés dans une université en Europe pour y être examinés. Cette demande va se heurter à l'opposition du consul français. Les autorités annoncent alors que sur la base des aveux des accusés et des restes retrouvés attribués aux victimes, la culpabilité de ces juifs dans le double meurtre ne fait aucun doute. Le consul de France demande au vice-roi d'Égypte, qui gère à l'époque Damas, l'autorisation de les exécuter. C'est alors que de nombreux soutiens vont émerger pour sauver ces juifs. Cette affaire révèle les inquiétudes d'intellectuels non juifs, mais surtout les inquiétudes d'acteurs du monde juif dans ces accusations de meurtre rituel et dans l'iniquité de l'enquête et du procès. La première tentative juive d'intervention dans cette situation tragique va venir d'Alexandrie sous la forme d'une pétition adressée au vice-roi d'Égypte Méhémet Ali, à la suite de l'initiative d'Israël Bach, un imprimeur de Jérusalem. Au même moment, le consul général d'Autriche en Égypte, Laurin, a reçu un rapport du consul autrichien à Damas. Ce rapport dénonce les actions contre les Juifs de Damas. Le consul général d'Autriche, Laurin, demande ainsi également à Méhémet Ali de mettre fin aux méthodes de torture utilisées par les enquêteurs contre les Juifs de Damas.
Le vice-roi d'Égypte accepte et des instructions sont alors envoyées à Damas par courrier express. Le recours à la torture va cesser le 28 avril 1840. Cependant, l'accusation elle-même n'est pas retirée et l'enquête contre les Juifs se poursuit. Laurin essaye alors d'influencer le consul général de France en Égypte pour qu'il arrête Ratimenton, son subordonné, mais il n'y parvient pas. Il va alors agir de manière complètement contraire à la pratique diplomatique en envoyant le rapport qu'il avait reçu de Damas à James de Rothschild à Paris. James de Rothschild est un banquier allemand, fondateur de la branche à Paris de la famille Rothschild. C'est un personnage très important sous la Restauration et la monarchie de Juillet. En effet, il va énormément financer les gouvernements de nombreux projets en France, mais également en Europe, notamment dans les chemins de fer. Mais on peut également citer le financement du nouvel État belge, l'aide à l'indépendance de la Grèce, à l'unité italienne, jusqu'à aider financièrement l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis. James de Rothschild, c'est le père du fameux Edmond de Rothschild, le baron qui va tant aider les Juifs lors de la première alia. Ce dernier va d'abord se tourner vers le gouvernement français. Nous sommes sous la monarchie de Juillet, le roi des Français est Louis-Philippe Ier, et le gouvernement est alors dirigé par Adolphe Thiers. Refus catégorique du chef du gouvernement d'aider les Juifs de Damas. Le chef du gouvernement ira même jusqu'à lui déclarer, parlant des Juifs de Damas: ces gens-là sont coupables, ils ont voulu le sang d'un prêtre et vous ne savez pas jusqu'où peut aller le fanatisme des Juifs de l'Orient. 50 ans après l'émancipation des Juifs, James de Rothschild est particulièrement choqué par la réaction du chef du gouvernement soutenu par l'Église catholique de France. C'est alors que des Juifs de France et d'Europe vont se mobiliser pour le sort de ces Juifs d'Orient. James de Rothschild publie dans la presse le rapport du consul autrichien à Damas, et à Vienne, son frère Salomon de Rothschild s'adresse au chancelier Metternich à ce sujet. Grâce à leurs efforts, un ordre est envoyé à Damas le 3 mai 1840 demandant la protection des Juifs contre la violence des foules musulmanes et chrétiennes. James de Rothschild est alors membre du consistoire. Il en informe Adolphe Crémieux, le fameux Adolphe Crémieux, à l'époque avocat et député. Crémieux alerte les organisations juives de Londres qui sont à la tête du combat pour l'émancipation des Juifs et en premier lieu Moses Montefiore. Montefiore, c'est ce financier, industriel et grand philanthrope qui va consacrer une grande partie de son temps et de sa fortune à aider les Juifs d'Europe, mais surtout du Levant. Montefiore à Londres, Crémieux à Paris décident de mettre en place une délégation destinée à se rendre au Caire pour contacter le vice-roi Mehemet Ali et obtenir la libération des Juifs de Damas accusés de ce crime imaginaire. Le 4 août 1840, Crémieux, Montefiore et le savant allemand orientaliste Salomon Monk, qui a fait carrière en France, arrivent en Égypte. 2 jours plus tard, ils sont reçus par le vice-roi. Mehemet Ali, pour ne pas contrarier ses soutiens français, refuse le droit qu'il demandait d'aller à Damas, mais eux vont continuer à négocier pour la libération des Juifs de Damas. Ils sont appuyés par tous les consuls d'Europe, même le consul des États-Unis, sauf par le consul de France. Le vice-roi d'Égypte va finalement accepter de rédiger un firman pour gracier les accusés, les gracier alors qu'ils n'ont jamais été condamnés. Un autre firman est émis peu après qui dénonce les accusations de meurtre rituel à Damas et déclare que les accusations de meurtre rituel contre les Juifs sont interdites dans tout l'Empire ottoman. La délégation demande que l'enquête soit abandonnée par les autorités de Damas et que cette enquête soit transférée à Alexandrie pour des éclaircissements judiciaires ou alors que l'affaire soit examinée par des juges européens. Cette demande n'est pas acceptée. Le premier souci étant la libération des accusés de Damas, il décide d'accepter la simple libération des prisonniers sans aucune déclaration judiciaire d'innocence. Finalement, il est explicitement déclaré que leur libération est un acte de justice et pas une simple faveur accordée par le souverain. L'ordre de libération est émis le 28 août 1840 et les prisonniers sont finalement libérés le 6 septembre. Leur calvaire aura duré 7 mois. L'affaire a été très politisée grâce à la volonté d'une poignée d'hommes et grâce aux rivalités des grandes puissances. En effet, en 1840, Damas fait partie de la Grande Syrie, dans l'Empire ottoman, mais cette région relève en fait du pouvoir du Caire de Mehemet Ali. Ce dernier vice-roi d'Égypte s'est révolté 8 ans plus tôt en 1832 contre le sultan de Constantinople, Mahmoud II, pour acquérir son indépendance avec l'aide de son fils Ibrahim Pacha
Il envahit la Palestine, à l'époque c'est Israël, le Liban et la Jordanie d'aujourd'hui, ainsi que la Syrie. Sous la pression des Français, l'Empire ottoman va accepter de perdre la Syrie et la Palestine, qui passent alors sous le contrôle égyptien. En échange du soutien de la France, Mehemet Ali promet une protection supplémentaire pour les chrétiens de Syrie. On a donc d'un côté la France qui soutient Mehemet Ali en Égypte, tandis que les autres grandes puissances européennes, qui souhaitaient préserver leur influence et l'influence turque au Levant, vont s'opposer. Le traité de Londres, signé le 15 juillet 1840 par le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche, la Russie d'un côté et l'Empire ottoman, va permettre à l'Empire ottoman contre l'Égypte et la France de reprendre le contrôle de ces territoires en 1840. Le contexte géopolitique ici y joue un rôle très important dans les positions de la France concernant l'affaire de Damas. Quant à la disparition du père Thomas, elle reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. On peut toujours lire sur sa pierre tombale à Damas, le père Thomas assassiné par des Juifs. L'affaire de Damas est un grand traumatisme pour les Juifs de France et bien sûr pour les Juifs d'Orient. 2 Juifs innocents sont morts sous la torture, les autres ont été torturés et emprisonnés de nombreux mois. Les Juifs de France ont pu constater la violente opposition de l'Église de France et l'opposition du gouvernement pour faire une enquête et un procès équitable. D'autre part, c'est un choc pour Adolphe Crémieux, qui constate la réalité de la misère pour les Juifs d'Orient. À partir de l'affaire de Damas, va se développer l'idée que l'émancipation des Juifs va passer par l'éducation. Cette idée se matérialisera 20 ans plus tard, en 1860, avec la création de l'Alliance israélite universelle. Mais d'autres éléments sont à retenir de cette affaire. C'est d'abord la naissance d'une opinion juive mondiale. C'est le premier exemple où la communauté juive en Amérique, environ 15 000 personnes, s'est organisée et a manifesté au nom de leurs frères juifs syriens. Des manifestations ont eu lieu dans 6 grandes villes des États-Unis et les Juifs ont protesté auprès du président américain Van Buren. C'est également l'unique fois où la famille Rothschild va faire appel à l'opinion publique pour la mobiliser. C'est aussi l'émergence d'une presse juive avec la création du Jewish Chronicle en 1841, le plus ancien journal juif publié en continu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Ce qui suscite en 1840 une inquiétude extraordinaire chez les Juifs d'Orient, ce n'est pas seulement le danger auquel sont confrontés les Juifs du Moyen-Orient, mais aussi et surtout probablement le fait que cette accusation de meurtre rituel à Damas est initialement acceptée comme un fait avéré par presque toute la presse des États d'Europe continentale. Ces accusations de meurtre rituel continuent de nos jours. Ainsi, en 1886, Mustafa Talas, alors ministre syrien de la Défense, a soutenu l'idée que l'accusation rituelle qui avait été faite en 1840 était effectivement concluante. D'ailleurs, cette accusation est reprise de temps à autre par des médias arabophones ou par des diplomates qui représentent divers États arabes. En 2007, un poète libanais bien connu évoque sur Télé Liban le massacre du père Thomas en 1840 par 2 rabbins au cœur de Damas. Merci de m'avoir suivi pour cette émission exceptionnelle sur l'affaire de Damas. À très bientôt sur Tandem TV.